Bonjour docteur Lefebvre, bonjour docteur Seminoer. On se retrouve aujourd'hui dans la clinique Synervet. Merci de nous accueillir. On est dans la salle de soins d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord toutes les deux? Oui, alors je suis le docteur Lefebvre, imageuse et consultante en médecine interne. Donc je m'occupe principalement de la partie échographie scanner et consultation de cancérologie et médecine. Et je suis le docteur Simenoer en charge du service d'urgence et d'hospitalisation en soins intensifs ici. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter, nous parler un petit peu de la clinique Synervet? Alors Synervet, c'est une clinique qui s'occupe uniquement de cas référés. Donc c'est-à-dire que les patients qui nous sont envoyés sont uniquement sur prescription vétérinaire. C'est-à-dire que ce sont les vétérinaires généralistes qui nous envoient leurs patients pour des examens ou des chirurgies bien précises, comme par exemple un scanner ou une chirurgie du genou. Et on s'occupe aussi des urgences et des soins intensifs, notamment pour l'agglomération havraise. Donc quand les vétérinaires sont fermés, c'est nous qui prenons le relais, que ce soit en soirée, pendant la nuit ou les week-ends. On est tout le temps disponible pour accueillir tous les patients, chiens, chats et quelques NAC pour les cas d'urgence qui ne peuvent pas attendre l'ouverture du vétérinaire. Est-ce que je peux prendre rendez-vous directement dans la clinique ici? Alors, si vous n'avez, tout dépend pourquoi, mais si c'est pour un examen d'échographie, par exemple, vous pouvez nous appeler si votre vétérinaire vous a bien prescrit cet examen auprès de nous. Voilà, uniquement. On ne pourra pas vous recevoir autrement. D'accord. Okay. En revanche, pour les urgences, il est vivement recommandé de nous appeler directement pour effectivement pouvoir être en contact tout de suite avec nos équipes et qu'on puisse organiser au mieux votre venue. Pour assurer un tel service, vous êtes combien au total dans la clinique? Alors, en fait, on travaille sur 2 sites. Donc, on a ici au Havre, mais on a aussi un site à Grand-Queville, à côté de Rouen. Ouais. Et en fait, on travaille tous plus ou moins sur 2 sites. Donc, pour assurer le service sur les 2 sites, on est 25 vétérinaires et 25 auxiliaires vétérinaires. Donc, ça fait une 50aine de personnes en tout à travailler sur les 2 sites. Ok. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi grâce ou à cause, je sais pas, de Pablo, qui s'est déjà fait opérer ici d'une hernie discale. Donc il a fait tout un parcours de prise en charge. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer le parcours de la consultation jusqu'à la prise en charge d'un petit patient? Oui. Et donc Pablo, il a présenté une douleur et des défauts de démarche, une douleur au niveau du dos, ce qui a motivé donc à ce qu'on le voit en urgence puisque le vétérinaire était fermé au moment où les signes sont apparus. D'accord. On l'a donc reçu en urgence un vendredi soir, ce qui a donc permis de suspecter une hernie discale, de mettre en place un traitement pour soulager la douleur et l'inflammation liée à cette pathologie. Et de prévoir un rendez-vous à la fin du week-end au vu de son état neurologique pour pouvoir faire un scanner donc dès le lundi. Voilà. Et donc moi j'ai pris le relais à ce moment-là. On a fait le scanner de Pablo qui a donc révélé une hernie discale. Et le gros avantage de la structure, c'est qu'on a toute l'équipe en fait dédiée ici, c'est-à-dire qu'on a non seulement les urgentistes, les imageurs, mais on a aussi les chirurgiens, ce qui a permis à Pablo d'être opéré dans la foulée suite au scanner sans avoir besoin de le réveiller, et donc avec les meilleures conditions possibles et avec une rapidité de prise en charge vraiment exemplaire, puisque ça permet au chien du coup de récupérer très rapidement de cette hernie discale. Et derrière, à la suite de la chirurgie, voilà, on l'a hospitalisé pour pouvoir prendre en charge sa douleur, surveiller son confort, surveiller l'évolution de son examen neurologique aussi en post-opératoire. Il a été sous surveillance donc jour et nuit et dès lors que son confort était bon, il a pu rentrer à la maison pour la suite de sa convalescence. Donc comment vos équipes s'organisent pour avoir justement une prise en charge aussi optimale et quels sont les différents métiers au sein de la clinique? On a toujours au sein de la structure en fait un vétérinaire qui va représenter une spécialité. Donc on a systématiquement une personne qui s'occupe des urgences et soins intensifs, un imageur et un chirurgien. C'est le minimum. Après, on va aussi pouvoir proposer des consultations un petit peu plus spécifiques comme les consultations de comportement, de nutrition et de cancérologie, où là, effectivement, ça demande un peu moins d'urgence. Donc, c'est des choses qui peuvent être planifiées en amont. Et voilà, on arrive à répartir le planning de cette manière-là, selon quelle personne vient tel jour. Mais on a au moins une personne qui va faire les urgences, une autre qui fait la chirurgie et une autre qui fait l'imagerie. Ce qui permet d'avoir sur site, on va dire, les 3 choses qui nécessitent souvent potentiellement des urgences et donc qui vont pouvoir être pris en charge rapidement. Donc, toujours présent 24-24. Alors,
Oui, pour les urgences et soins intensifs. Ouais. Après, en chirurgie, on a tout le temps et systématiquement un chirurgien qui est effectivement d'astreinte, si D'accord. jamais il y avait une chirurgie Ouais. à faire dans la nuit. Et en imagerie, on va avoir des permanences effectivement le samedi. Ouais. Donc, s'il y a besoin d'une échographie ou d'un scanner, on va revenir pour le faire si vraiment ça nécessite en urgence cet examen. Après, voilà, c'est rare en imagerie finalement d'avoir besoin d'un examen spécifique en urgence. À part l'endoscopie. Oui. Voilà. Là, pour le coup. Mais les urgentistes sont formés à l'endoscopie. Voilà. D'accord. Ok. Et je tiens aussi à ajouter une petite chose, c'est qu'on a nos auxiliaires vétérinaires qui sont extrêmement formés pour être d'une efficacité remarquable, que ce soit de la prise de rendez-vous à l'aide pour les soins aux patients. Et ce qui fait qu'on est d'autant plus efficace, c'est aussi grâce à elles. Ok, donc ici vous disposez d'un plateau technique qui est plutôt avancé, de quoi faire des échographies, des scanners, endoscopie, etc. Qu'est-ce que ça change en fait d'avoir ces outils dans la prise en charge des animaux? Alors, ça change que on va pouvoir effectivement pousser les examens de manière un petit peu plus importante que dans une clinique vétérinaire généraliste. C'est-à-dire qu'une échographie, généralement, beaucoup de cliniques maintenant sont équipées. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on a du matériel un petit peu plus de pointe qui va D'accord. nous permettre d'avoir des images un peu plus fines, un peu plus performantes. Tout simplement parce qu'on en fait quotidiennement et voilà, toute la journée. Donc, ça nous permet de rentabiliser ce type de matériel. Et le scanner va apporter un vrai plus par rapport à la radiologie, où là, on va avoir possibilité notamment de chercher des hernies discales ou faire des bilans d'extension en cancérologie qu'on ne peut pas faire sur une simple radio. D'accord. Donc, ça va nous permettre vraiment une prise en charge plus poussée, donc un meilleur diagnostic. Et donc, derrière, des meilleurs traitements, des meilleures indications chirurgicales si nécessaire. Le scanner, notamment, va nous permettre, sur des fractures complexes, de faire des reconstitutions en 3 dimensions pour voir quel type d'implant on va mettre, quel type de chirurgie on va proposer et voir si on peut ou pas sauver l'animal, tout simplement. Voilà. Okay. On a également des analyseurs qui sont assez performants et qui nous permettent d'avoir des résultats très rapidement pour avancer d'autant plus vite dans les diagnostics. Quand des fois, un vétérinaire plus généraliste va devoir envoyer au laboratoire, nous, on va avoir des réponses très rapides. Donc ça permet aussi d'adapter plus vite le traitement de chaque patient. Parce que du coup, vous avez les résultats directement sur place pour pas mal d'analyses. Après, il y en a certaines qu'on doit quand même envoyer au laboratoire. D'accord. Mais ça nous aide à avancer plus vite quand même. Ouais. Et puis après, au niveau matériel, on a bien sûr aussi pour les hospitalisations quand même beaucoup de pompes à perfusion qu'on n'a pas de manière systématique dans les cliniques, qui vont permettre de beaucoup mieux gérer en fait la fluidothérapie et d'éviter des surcharges volumiques et de bien calculer le débit. Et en chirurgie, bien sûr, on a également tout le matériel nécessaire en passant par la célioscopie et l'arthroscopie pour avoir des techniques de pointe et éviter des chirurgies trop délabrantes. Oui. Donc c'est vraiment beaucoup plus précis. Oui. Okay. On parlait de chirurgie justement. Est-ce que vous avez des interventions que vous réalisez plus fréquemment que d'autres? Alors nous, on n'est pas chirurgienne, mais oui, le cas de Pablo est assez représentatif. Donc beaucoup d'hernies discales. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies que vous traitez plus souvent, qui sont plus fréquentes Alors il y a beaucoup de fractures quand même. C'est vrai que la traumatologie fait quand même partie beaucoup du cœur du métier de Synervet, puisque on accueille les urgences, donc forcément la traumato en fait partie. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de hernies discales, de fractures. On fait également beaucoup de viscérales et tout ce qui va être après chirurgie. Alors chirurgie cardiaque, c'est un petit peu plus exceptionnel, mais on en fait quand même. Et puis après chirurgie thoracique, bien sûr, donc notamment en cancérologie ou ce genre de choses pour aller retirer des masses. Donc ça va assez loin. Mais on va dire que le gros, ça reste quand même la neurologie et la traumatologie. D'accord. Voilà. Donc la clinique, elle est plutôt équipée pour une hospitalisation qui est plutôt intensive. Comment ça s'organise justement les soins intensifs? Comment ça se passe? Et comment ça se passe aussi pour l'accompagnement des maîtres des animaux? Parce que c'est quelque chose, c'est pas forcément facile. Oui. Il faut savoir que l'hospitalisation pour le propriétaire, c'est quelque chose qui est générateur de beaucoup d'anxiété. On s'imagine que son animal est tout seul, enfermé dans une cage. Donc,
on a besoin de montrer aux propriétaires que non, ils sont sous surveillance tout le temps. Il y a un vétérinaire qui est sur place en permanence. On a des assistantes vétérinaires qui sont aussi présentes pour que les soins soient le plus complet possible et le plus 24 heures sur 24 en fait. Donc il y a une gestion de la douleur en permanence. Le chien est installé confortablement selon sa taille. On a jusque des très grands box pour qu'ils aient de la place, pour avoir un coin pour manger, un coin pour dormir. On a le moyen de les sortir plusieurs fois par jour dans un endroit sécurisé à l'extérieur pour qu'ils ne perdent pas leurs repères, qu'ils puissent faire leurs besoins régulièrement. Donc ils sont vraiment chouchoutés en étant ici et surveillés de très près pour leur offrir les meilleurs soins et qu'ils puissent se rétablir le plus vite possible. Et en ce qui concerne les propriétaires, ils ont des nouvelles tous les jours. Tous les matins, on les appelle pour refaire le point, donner les résultats des examens complémentaires qui doivent être faits chaque jour. Ah, super. Ils peuvent venir en visite, on fixe des rendez-vous pour qu'ils puissent venir en visite quand l'hospitalisation est un petit peu plus longue, de sorte à ce que et le patient et le propriétaire gardent un petit peu le moral. On a pu voir que ça jouait beaucoup sur la récupération. Même sur la récupération du coup de l'animal. Le fait de voir son maître, ça change, ça aide. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur sur ce service-là. C'est de pouvoir être disponible pour les propriétaires. Parce que je suis assez convaincue qu'une partie de la récupération du patient, c'est quand le propriétaire est prêt à nous faire confiance. Ça peut durer jusqu'à combien de temps une hospitalisation ici En moyenne, c'est 48 à 72 heures, mais on a déjà eu des hospitalisations de 15 jours, 3 semaines, si c'était nécessaire, mais en moyenne, c'est 2-3 jours. Ok. Est-ce qu'une clinique comme la vôtre, comme Synervet, elle a des besoins spécifiques en particulier ? Oui. Comme en médecine humaine, les animaux ont parfois besoin de transfusion. Et donc, on constitue progressivement avec le temps une banque de sang avec des donneurs qu'on recrute par un petit peu de communication, par certains propriétaires qu'on peut voir ici aussi pour d'autres de leurs animaux, pour être prêts et disponibles avec leurs animaux pour donner leur sang quand on a un patient qui fait une hémorragie ou qui a des problèmes de coagulation. Ça peut permettre de sauver des vies. Donc, on essaye de sensibiliser un peu nos propriétaires à ça et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Ça marche bien. Les gens sont plutôt contents de savoir que leur chien peut aider et sauver une vie. Ils sont assez reconnaissants et fiers en général. Et est-ce que par exemple Pablo peut donner son sang ? Alors il y a certains critères à respecter quand même, notamment le poids. Il faut quand même que l'animal fasse au moins un petit 20 kilos pour pouvoir donner son sang. Parce que du coup, il y a des normes... c'est-à-dire que si on veut en prélever suffisamment pour pouvoir après le donner à un autre chien, Pablo, il est un petit peu petit pour ça. On risque de le... Il nous en donnera pas assez. Voilà. Ok. Je comprends. En termes de prévention, est-ce que vous sensibilisez un petit peu les propriétaires des animaux, alors que ce soit en communication ou pendant la consultation avec les patients ou après la prise en charge de l'animal? Est-ce que vous sensibilisez un petit peu? Oui, on essaye. Alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas une clinique généraliste, donc on ne fait pas de vaccination, on ne vend pas de vaccins, vermifuges ou produits antiparasitaires externes, mais ça fait partie de la médecine. Et c'est vrai que par exemple, pour un patient comme Pablo, on va recommander, suite à une hernie discale, d'éviter tout ce qui va être saut ou ce genre de choses pour limiter au maximum les efforts au niveau du dos. Mais lors de pathologies estivales, par exemple, on va essayer de préconiser d'éviter les balades, les sorties sur les endroits très très secs, là où il y a des herbes sèches, notamment les petits épillets qu'on connaît bien, qui vont migrer et qui peuvent facilement donner des choses très embêtantes. Toutes les pathologies transmises par les tiques, la prévention, il n'y a rien de mieux. Donc, collier ou pipette ou comprimé. Mais il faut effectivement continuer à traiter les animaux pour ça. Même si, on le sait, c'est des médicaments. Mais contre ces maladies, on n'a rien trouvé de mieux.
Et la vaccination, c'est pareil, il n'y a pas mieux, hein, on n'a pas inventé mieux. On a malheureusement tous les ans des cas de leptospirose. C'est pas une maladie qui n'existe pas, c'est une maladie qui est mortelle, qui est une zoonose. Donc ça veut dire qu'elle est transmissible à l'homme. Donc il faut vacciner, il faut vraiment. Voilà. On n'a pas d'autres moyens pour prévenir cette pathologie-là. D'accord. Voilà. Malheureusement, on arrive Et un elle est peu mortelle, tard hein. sur la. Ouais. On arrive un peu tard sur la chaîne pour la prévention, mais Oui. on travaille en étroite collaboration avec les vétérinaires généralistes qui, eux, en font, et on n'hésite pas à référer vers eux pour tout ça et à remettre une petite couche auprès des propriétaires pour au maximum éviter ce genre de choses. On en parlait tout à l'heure, vous ne faites pas que soigner les animaux, vous vous occupez aussi quand même indirectement des propriétaires des animaux, parce qu'en plus, comme vous dites, ça aide à la récupération des patients. Comment vous abordez justement les moments les plus difficiles avec les familles, les maîtres d'animaux, que ce soit en soins intensifs ou alors dans le pire des cas, dans la perte de l'animal, parce que parfois c'est inévitable. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est en bout de chaîne. Donc, on fait face malheureusement à beaucoup de cancers. Oui. Même si on les accompagne au mieux avec la chimiothérapie, malheureusement, ça fait partie ça du fait métier. partie des choses. Ouais. En urgence, dans des cas très lourds, avec un traumatisme qui est soudain, brutal. Donc, on y est beaucoup confronté et il faut faire preuve d'empathie, de compassion. Ce qui est le plus dur pour nous, c'est de passer d'une consultation facile, joyeuse, où on annonce une bonne nouvelle, à une consultation où on doit accompagner les gens dans ce moment difficile. Mais on y est souvent confronté, et donc pour nous, c'est important de prendre vraiment le temps avec les gens pour qu'ils puissent au mieux accepter cette décision, pouvoir accompagner leurs compagnons comme eux le souhaitent. Il y a plusieurs modalités, il y a plusieurs façons de faire. Il faut être à l'écoute des gens pour que ce moment soit rendu le plus proche de ce que eux souhaitent. C'est ça, il faut être à l'écoute, on est là pour les guider et en aucun cas on prend la décision pour eux. C'est toujours eux qui vont rester maîtres de leur décision à la fin, de nous dire oui ou non, est-ce qu'on fait l'euthanasie ou pas, parce que voilà, ça reste leur animal, c'est à eux et à eux seuls de décider ça, mais c'est vrai que nous on est juste là pour leur donner des indications, savoir si l'animal souffre ou pas, parce que c'est la grande question, est-ce que mon animal souffre? Et c'est vrai que nous, c'est la seule question à laquelle on peut répondre en leur disant oui ou non. Et derrière, c'est à eux et à eux seuls de prendre cette décision. Mais voilà, c'est des moments parfois très douloureux et très difficiles. Mais voilà, il faut prendre le temps, être à leur écoute et, comme disait Liora, avoir beaucoup, beaucoup d'empathie vis-à-vis des gens. Je voulais juste revenir sur un point, éventuellement là-dessus, justement. Dire que des fois, nous, on prend les animaux très rapidement à l'arrière dans les situations d'urgence, que c'est justement par rapport au respect de la douleur, de ce que peut ressentir l'animal, que parfois ça peut être surprenant pour les propriétaires parce qu'ils se voient enlever leur animal. On leur explique toujours, mais c'est vrai que c'est des fois des situations un petit peu compliquées où on voit que l'animal souffre, qu'il faut qu'on le soulage rapidement. Oui, d'accord. Et en même temps, on peut pas le faire avec les gens là à l'accueil. Donc c'est vrai que des fois, on est dans des situations pas faciles et il faut vraiment arriver à avoir la confiance des gens pour gérer ça au mieux et pour le propriétaire, mais pour l'animal aussi. Et du coup, comment ça se déroule dans ce cas-là quand on perd l'animal, l'après, justement? Est-ce que vous prenez aussi en charge cette partie-là? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si votre animal décède à la maison, parce que malheureusement ça arrive aussi, ou si malheureusement l'animal décède à la clinique, on a une prise en charge du corps, évidemment. On garde l'animal, de manière très digne et respectueuse. Et on travaille avec une société d'incinération qui va du coup venir récupérer le corps de l'animal pour être incinéré, soit individuellement, soit collectivement, c'est-à-dire possibilité ou non de récupérer les cendres en fait. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui maintenant est fait de manière très courante et fréquente et vraiment de manière très respectueuse surtout de l'animal. Voilà. Si vous récupérez les cendres, vous êtes sûr de récupérer les cendres de votre animal. Il y a vraiment un système maintenant de traçabilité qui est mis en place du départ de la clinique jusqu'à la restitution des cendres en fait. Okay. Est-ce que pour vous c'est indispensable de souscrire à une mutuelle pour son animal? C'est vrai que moi,
pour le coup, qui travaillent dans l'urgence, on fait face à des pathologies qui ne sont pas prévues et où parfois on a besoin, dans l'idéal, de dépenser des sommes qui sont parfois importantes. Et il est vrai que pour les patients qui ont une mutuelle, je constate que les propriétaires peuvent aller plus loin dans les soins qu'ils peuvent prodiguer à leur animal parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un imprévu et ça peut arriver dans des moments compliqués. Et c'est vrai que quand on a une mutuelle, on sait qu'on est aidé sur ce point de vue-là. Oui, on aborde l'urgence plus facilement, un peu plus sereinement que si on se trouve au pied du mur. Il y a moins la contrainte financière. Le problème est que, effectivement, on disait tout à l'heure, on a un plateau technique plus poussé que dans certaines cliniques, mais forcément derrière, ça engendre des frais. Un scanner, c'est pas le prix d'une échographie. On est tout de suite sur 500 € minimum. Donc forcément, derrière, si on doit enchaîner avec une chirurgie, on va tout de suite avoir des montants qui vont très vite augmenter et devenir élevés et des fois difficiles à supporter pour les clients. Donc c'est vrai que la mutuelle peut vraiment aider à la prise en charge. De plus en plus de gens y ont recours et je pense que c'est quelque chose qui est bien parce que maintenant on a des moyens de diagnostic qu'il n'y avait pas avant et des prises en charge qui vont donc être plus performantes mais aussi malheureusement plus chères. Ouais, plus coûteuses. Voilà. Et est-ce qu'en fonction des saisons, des périodes, vous avez plus ou moins de patients, est-ce que vous avez remarqué des différences en fonction des périodes de l'année? Oui. Ici au Havre, la période estivale de juin à septembre à peu près, on a beaucoup plus de travail parce que les gens sortent plus, les accidents arrivent plus vite, les gens sont réveillés plus tard aussi. Oui. Il y a des touristes, les vétérinaires peuvent partir en vacances et nous confier leur patientèle. Donc le volume de travail augmente considérablement sur cette période-là et plutôt en plus de traumatologie que le reste du temps. D'accord. Après, on a des petites périodes à pic. On sait que Noël va être sujet à des petites intoxications ou des petites choses comme ça. Pâques, c'est pareil. Le chocolat, typiquement, c'est... il y a des petites... Après, on sait que sur des grands week-ends, par exemple, on va avoir une activité qui va être augmentée de par soit les touristes, soit effectivement parce que les cliniques vétérinaires sont fermées aussi, tout simplement. Et c'est vrai que les longs week-ends, les gens sortent, bougent, donc il y a plus de traumatologie, plus de bobologie, plus de choses comme ça. Voilà. Oui, donc en fait, c'est pas forcément en fonction des saisons directement sur l'animal, mais c'est sur ce que le mode de vie du propriétaire. Oui, tout à fait. D'accord. Après, il y a évidemment des saisonalités dans les maladies, mais ça se répercute un petit peu moins sur notre activité à nous. C'est plus effectivement l'activité des vétérinaires et des propriétaires qui va nous influencer. Okay. Est-ce que selon vous, il y a des grands défis à venir pour la médecine vétérinaire, même un peu actuels et dans le futur après? Augmenter notre niveau et notre qualité de soins, c'est notre défi permanent. Je pense que le but, c'est toujours de rattraper, entre guillemets, la médecine humaine. D'avoir à disposition, en tout cas, la possibilité de faire tout autant. On n'y est pas encore, mais... Non, mais on comble le retard. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on y va. Moi, je suis sortie de l'école, ça va faire 20 ans. On ne parlait pas de scanner à l'époque. D'accord, ah oui. Okay. Maintenant, c'est devenu courant. L'IRM, on commence à y arriver aussi. Il y a de plus en plus d'IRM vétérinaires qui se développent. Donc ça, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi. C'est des soins. C'est des soins qui vont être effectivement encore plus qualitatifs. Ça nécessite des investissements, de la formation. Donc ça, c'est les futurs défis. On a l'arrivée de l'IA, là aussi, qui commence un petit peu à s'insérer dans notre activité de tous les jours, et notamment en imagerie. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on sent bien que les logiciels, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus performants et nous proposent de plus en plus d'aides de ce type-là. Je pense que c'est à nous de nous former et alors, rester vigilants, certes, mais de nous former aussi, parce que c'est sûr que c'est une aide qui sera, je pense, hyper intéressante. En médecine humaine, ils s'en servent. Il n'y a pas de raison que nous, on n'y vienne pas un jour. Le défi aujourd'hui, c'est que l'animal de compagnie, c'est un membre de la famille à part entière. Il faut le traiter... Il faut le traiter comme tel. Comme tel. Pour revenir un petit peu sur l'IA, est-ce que vous avez, parce que je sais que parfois en médecine ça arrive, par exemple des personnes qui vont chez le médecin généraliste, qui ont tapé leurs symptômes sur ChatGPT et qui ensuite vont dire au médecin, bah non, c'est pas ce que ChatGPT m'a dit. Alors on a souvent Google m'a dit, ou oui, ça arrive. Alors c'est pas
la plupart du temps fait à mauvais escient. Hein. Les gens, voilà, c'est par curiosité. Avant de venir chez nous, ils vont aller s'informer, regarder. Et c'est vrai que, voilà, au cours de la consultation, dire oui, effectivement, j'ai vu ça sur Google ou voilà. Mais oui, il faut travailler avec. De toute manière, on sait, voilà, tout le monde est connecté maintenant. Il faut pas, ce serait illusoire de se dire que les gens vont pas aller regarder. C'est pas vrai. Et en même temps, c'est un challenge pour nous parce qu'il n'y a pas que des bêtises, hein, loin de là, sur Internet. Donc, du coup, c'est aussi à nous de continuer à nous former et à rester performants de ce côté-là. Ça nous oblige justement à ne pas faire de bêtises et à ne pas dire de bêtises. Donc, c'est quelque chose de, pour nous, intéressant et important. Voilà. Pour les jeunes qui nous regardent, qui veulent sûrement être vétérinaires aussi à leur tour, est-ce que justement vous recrutez des stagiaires ici à la clinique? Oui, alors on prend pas vraiment de stagiaires, notamment pour les stages d'observation de troisième ou de seconde, parce que notre cœur de métier, c'est les urgences et effectivement l'imagerie. Donc, il faut quand même avoir quelques connaissances de base pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'on recommande plutôt qu'ils aillent en priorité dans des cliniques généralistes qui vont vraiment leur montrer en fait le cœur, la base et le cœur du métier. C'est plus représentatif de ce que va être le métier de vétérinaire d'une manière générale. Par contre, après, effectivement, on prend des stagiaires étudiants vétérinaires, évidemment, mais on prend aussi des stagiaires en auxiliaire vétérinaire. Ça nous arrive. Des personnes qui souhaitent aussi venir se former pour apprendre le métier d'auxiliaire vétérinaire, être sûr que c'est bien ce qu'elles veulent faire ou qu'ils veulent faire, parce qu'il y a aussi des hommes qui le font. Effectivement, on accepte de les prendre en stage d'observation pour ce cas-là. C'est vrai qu'en stage vétérinaire d'observation, on en prend un petit peu moins. Mais en tout cas, pour auxiliaire vétérinaire, c'est quelque chose que, oui, on prend régulièrement. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous recrutez des vétérinaires? Oui, on est toujours à la recherche de vétérinaires. Vétérinaires, urgentistes, imageurs, chirurgiens, tout ce que vous voulez, on prend. Donc, ce métier de vétérinaire, vous le faites sûrement par vocation. Qu'est-ce qui fait que vous aimez ce métier, justement? Eh bien, aujourd'hui, ce que je trouve très important dans notre métier, c'est d'aimer les gens. J'aime particulièrement les gens, évidemment les animaux, mais il faut aimer le couple dans la globalité, parce que sinon c'est difficile de faire ce métier-là. Et particulièrement dans mon activité, ce qui me passionne, c'est le challenge à chaque consultation, de gagner la confiance du propriétaire en quelques instants. Parce qu'on n'a pas de relation comme un vétérinaire généraliste, où on voit grandir l'animal, où on entretient une certaine relation avec le propriétaire. Nous, on se voit pour la première fois dans un contexte très stressant. Et ça, c'est un vrai challenge qui me plaît et qui m'anime tous les jours, parce que à chaque consultation, c'est un nouveau challenge. Eh ben, j'allais dire la même chose que Liora. Donc, grosso modo, effectivement, moi, c'est exactement ça, c'est l'humain. J'avais hésité, moi, entre médecine et vétérinaire. J'ai pu rentrer en prépa vétérinaire, donc je suis allée faire vétérinaire et je regrette absolument pas. Mais c'est vrai que c'est l'attachement, effectivement, aux gens, à l'humain, pouvoir... Moi, j'adore leur expliquer. Je fais beaucoup de cancérologie et j'adore prendre du temps pour leur expliquer ce qu'est leur animal par étapes, parce que pour eux, c'est important de comprendre. Voilà, pour moi, c'est le cheminement de la relation de confiance est pour moi hyper important au sein du métier. Et je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas l'humain. Ça n'est pas possible. Oui, donc être vétérinaire, c'est pas seulement aimer les animaux et soigner les animaux. En fait, c'est une petite partie. Je pense que quand on n'aime que les animaux, on est malheureux. Ok. En tant que vétérinaire. Oui. Pour finir, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez passer aux propriétaires d'animaux de la région du Havre? Qu'on est donc toujours là, notamment dans les situations d'urgence, qui n'hésitent absolument pas à nous appeler. On est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc s'ils ont une inquiétude, une question, qu'ils n'hésitent pas à appeler. On a toujours du monde à répondre. Et aux vétérinaires effectivement qui nous envoient leur cas, qu'on est très fiers en fait de travailler avec eux dans une relation de confiance et qu'on souhaite poursuivre bien sûr le plus possible cette aventure, notamment pour offrir à leurs patients les soins que eux ne peuvent pas apporter parce qu'ils ne sont pas équipés, et pouvoir prendre le mieux en charge leurs animaux en fait. Pour terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver et comment on peut vous contacter?
Alors, l'adresse de la clinique, on est situé au 12 rue Alfred Sisley, donc au Havre. Donc, c'est dans la zone artisanale, de la zone artisanale du Pressoir. C'est près de Montgaillard. Et le numéro de téléphone qui est ouvert tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le 02 78 08 58 00. Il ne faut pas hésiter à nous appeler. On est ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous de 9 heures à 19 heures. Donc, ça, c'est pour les consultations non urgentes. Et pour tout ce qui est urgent, c'est tous les jours, 24 heures sur 24. Donc, à ce même numéro. En voiture, on dispose d'un parking et également en tram. Oui. Super, merci. Merci à vous. Merci à vous.